On va relancer la diffusion vidéo. Mes chers collègues, nous reprenons donc cet après-midi nos auditions avec celle de Monsieur Hugo Travers, qui est présent sur les réseaux sous le pseudo de Hugo Décrypte. Monsieur Travers, nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Nous avons 45 minutes devant nous et nous allons vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera ensuite notre échange sous forme de questions-réponses avec Madame la rapporteure. Je vous remercierai également de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations. Si vous avez par exemple perçu des rémunérations venant de différentes plateformes, donc voilà, vous devrez sans doute avoir quelques éléments à nous déclarer, mais c'est voilà, un acte de transparence. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et vous avez donc la parole. Tout d'abord, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup d'abord pour l'invitation à cet échange pour un sujet qui me paraît très important. C'est d'abord un sujet, il me semble, que vous avez aujourd'hui, ce qui porte sur la santé mentale, notamment la santé mentale des jeunes et des mineurs plus spécifiquement. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement pour tout un tas de raisons, qui, je pense aussi, tient à cœur à toute l'équipe de Hugo Décrypte aujourd'hui. C'est un sujet qu'on essaie d'évoquer depuis des années maintenant sur la chaîne, notamment lors du confinement où le sujet en tout cas s'est révélé aux yeux de certains médias alors qu'il était déjà présent avant, et on continue à essayer d'en parler aujourd'hui. Et la commission, j'ai cru le comprendre, porte plus spécifiquement sur la question des réseaux sociaux et encore plus spécifiquement la question de TikTok. Donc en tout cas, je serais ravi de pouvoir répondre à un maximum de vos questions et essayer de vous aider à ma modeste échelle, mais sur ces sujets, parce que forcément on est présent en tant que média aujourd'hui sur TikTok. Pour donner un petit peu de contexte effectivement sur ce que l'on fait aujourd'hui sur la plateforme, TikTok a véritablement émergé en 2020 en France lors du premier confinement. On est arrivé plus ou moins à cette période-là, un petit peu après le premier confinement. On réalise aujourd'hui des contenus d'actualité avec un traitement journalistique de l'actualité directement sur le réseau social. On produit entre 3 à 10 vidéos par jour, je dirais, en moyenne sur ce réseau social-là. On pourra en reparler, mais c'est aussi des contenus qui sont diffusés sur d'autres plateformes par ailleurs. Des contenus qui sont préparés par une équipe de journalistes qui travaillent au sein de l'équipe. Au sein de notre équipe, on a 10 journalistes à temps plein qui ont la carte de presse et qui font ce travail-là, notamment sur cette plateforme-là. On a donc, quand je dis contenu d'actualité généraliste, ça peut être à la fois des contenus politiques, comme des sujets culturels, comme tout un tas de sujets qu'on peut couvrir au quotidien, essentiellement en vidéo, avec parfois du live aussi que l'on peut faire. On le fait moins aujourd'hui, mais on l'a fait pendant un moment, il y a notamment 2 ou 3 ans. Donc on pourra en reparler, parce qu'il me semble que c'était l'un des sujets d'une des auditions précédentes, donc je pourrais essayer de répondre à vos questions sur ce sujet-là. Dans ce cadre-là, il y a un programme de monétisation qui existe sur la plateforme, sur TikTok, qui a pas mal évolué, on pourra peut-être en parler, mais au fil du temps, dont les contours d'ailleurs et le fonctionnement exact est parfois un petit peu flou, y compris pour nous. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une forme de rémunération sur une partie des contenus qui sont diffusés sur la plateforme, une rémunération qui reste minime, enfin très faible au regard du volume d'audience que l'on a pourtant sur la plateforme. On a plus de 7 millions d'abonnés sur TikTok aujourd'hui. On fait, je regardais tout à l'heure, près de 2 milliards de vues par an sur TikTok. Mais voilà, le volume de rémunération associé est très faible, en tout cas en proportion par rapport aux autres plateformes, mais il y a tout de même un programme qui existe. Et enfin, dernière chose, pour être très complet sur tout cela, on a travaillé avec TikTok en 2024 à l'occasion du Festival de Cannes sur un partenariat éditorial. Vous le savez peut-être, mais TikTok est partenaire du Festival de Cannes, et donc on a eu une collaboration éditoriale avec eux en tant que partenaire de ce festival-là. Voilà pour notre travail dans les grandes lignes sur la plateforme. Encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur, et donc si je peux essayer de répondre à un maximum de vos questions, ce sera avec plaisir. Merci pour la synthèse de votre propos, ce qui nous permet d'avoir aussi plus de temps pour les questions. Madame la rapporteure. Je coupe, non ?
C'est entre nous, il faut. Ouais, exactement. Merci beaucoup, merci de votre présence et d'avoir accepté de prendre voilà, ce temps avec nous pour qu'on puisse recueillir aussi vos pratiques et puis votre avis éclairé sur ce sujet. Moi, j'avais une question très pratique, je ne crois pas que vous l'ayez mentionné, mais depuis quand êtes-vous présent sur TikTok et savoir si vous avez vu une évolution depuis le début, vos débuts sur TikTok, une évolution de la plateforme. Je voulais aussi savoir si dans votre audience, quelle était la part, est-ce que vous arriviez à voir la part des mineurs, peut-être même des très jeunes dans votre audience. Et puis après, une question un petit peu globale, mais sur le rôle de l'algorithme. Comment est-ce que vous voyez ce rôle? Comment est-ce que vous utilisez peut-être vous l'algorithme pour mettre en avant vos contenus? Et est-ce que vous avez le sentiment que cet algorithme de TikTok en particulier, il met davantage en avant des contenus plus problématiques qu'informationnels? Voilà. Ça va être un réflexe à adopter. Sur la première question, on est présent sur la plateforme depuis 2020. J'aurais tendance à dire depuis mars ou avril 2020. C'était la période du premier confinement ou juste après. Et on a fait plus ou moins le même contenu sur la plateforme depuis le début. Ça a toujours été des contenus d'information. On a essayé tout un tas de choses. On a d'abord essayé de republier ce qu'on faisait sur YouTube. Puis on a fait des contenus spécifiques à cette plateforme-là. Aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai que c'est des contenus qu'on publie sur TikTok, mais qu'on publie aussi sur Instagram en Reels et sur YouTube dans le format Shorts. Et de façon assez étonnante, ça sort peut-être du cadre du sujet, mais ces derniers jours, ces dernières semaines, on a commencé à publier des vidéos assez longues, de 7-8 minutes, qu'on publie sur YouTube. On a commencé à les publier sur TikTok, et c'est des vidéos assez étonnamment qui rencontrent un certain succès, qui peuvent parfois faire plusieurs millions de vues, alors qu'elles sont assez longues, et sur des sujets souvent politiques ou des sujets sérieux. Donc voilà, on commence aussi à publier des contenus plus longs. Mais autrement, c'était depuis 2020. La dernière question, c'est sur la question de l'algorithme. Alors, c'est souvent une sorte de boîte noire, cette question de l'algorithme, quel que soit d'ailleurs le réseau social. Nous, on teste des choses, on essaie de comprendre comment fonctionne l'algorithme nous-mêmes. Ce qui est certain, c'est que c'est une plateforme qui a pour objectif, comme quasiment tous les réseaux sociaux, de faire en sorte que les personnes restent sur le contenu. Donc il y a un enjeu de personnalisation, on va dire, des contenus selon la personne qui consulte les vidéos. Il y a un enjeu assez évident dans ce cas de rétention sur une vidéo, c'est-à-dire que on a le sentiment, en tout cas nous, avec les contenus que l'on fait, que TikTok met en avant des contenus qui sont vus et pas vus uniquement pour une seconde, mais qui sont vus pendant un certain temps et jusqu'au bout si possible. Ça, c'est assez évident, en tout cas, des retours qu'on a pu avoir, nous, en produisant les contenus. Après, dans le détail du fonctionnement de l'algorithme ou des contenus qui sont poussés, on pourra en parler. Je pense que c'est l'un des points centraux à évoquer, donc avec plaisir pour en parler plus en détail. Votre seconde question, portait sur... J'avais une question un peu globale sur l'évolution le regard que vous portez sur l'évolution de la plateforme depuis que vous y êtes, donc depuis 2020, et sur votre audience, comment vous qualifiez votre audience en âge? Sur la question de l'audience, dans le cas de TikTok précisément, alors d'un point de vue très général, sur tous les réseaux sociaux, le cœur de notre audience, c'est des jeunes souvent qui ont entre 18 et 24 ans. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'au fil des années, même si j'avais lancé la chaîne à l'époque, il y a près de 10 ans maintenant, dans un objectif de rendre l'actualité accessible principalement aux jeunes, en fait aujourd'hui, à mesure forcément que les réseaux sociaux prennent une place plus large chez tout le monde et pas seulement chez les jeunes, si je prends le cas par exemple de YouTube, on sait aujourd'hui que beaucoup de personnes consultent nos formats et nos vidéos en famille, ou alors des enfants ou des petits-enfants ont fait découvrir à leurs parents ou leurs grands-parents, et donc ça s'élargit en termes de moyenne d'âge. Dans le cas de TikTok plus précisément, la vraie difficulté qu'on a, c'est que quand on accède aux statistiques sur TikTok, la tranche d'âge de mineurs n'est pas indiquée. Donc en fait, on sait que, je pourrais vous les ressortir ou vous les transmettre si vous voulez à l'issue de cette audition, qu'on a essentiellement des 18-24 ans qui nous suivent, après on a les 25-34 ans qui sont présents. Mais encore une fois, comme je vous le dis, on n'a pas les chiffres sur les mineurs. Donc forcément, ça biaise légèrement les chiffres. On sait forcément qu'on est suivi par des mineurs sur ce réseau social-là, parce qu'on le voit dans les retours, on le voit dans les questions qui sont posées par ceux qui nous suivent. On a beaucoup de questions sur typiquement la question des examens, du bac, du brevet. C'est peut-être l'exemple le plus parlant, et forcément, c'est très souvent des personnes mineures. Mais on n'a pas de chiffres exacts là-dessus, et on n'a pas moyen, en tout cas à ma connaissance, de les avoir. Et sur ensuite l'évolution des contenus, nous, on est arrivé en 2020 à une période où c'était essentiellement du contenu de divertissement qui était présent. C'était même surtout de la musique ou des challenges, comme c'est appelé, de danse qui étaient présents sur la plateforme. Nous, on s'est dit, et ça a toujours été l'objectif avec mon équipe sur la chaîne, qu'il y avait un
dans notre mission de rendre l'actualité accessible au plus grand nombre, il y avait un enjeu à être présent sur toutes les plateformes, y compris sur une plateforme qui, en fait, propose essentiellement du divertissement au moment où on se lance. Et donc l'enjeu pour nous, ça a été de comprendre comment fonctionne la plateforme, comme on l'a fait sur YouTube à l'époque ou sur Instagram, et de se dire comment est-ce qu'on peut adapter nos formats et adapter nos codes pour proposer un contenu journalistique sur ce réseau social-là. Au fil des années, forcément, ça s'est élargi à d'autres contenus. On a vu d'autres médias arriver sur TikTok, on a vu d'autres tranches d'âge aussi, c'est quand même important de le mentionner. Je pense que oui, il y a beaucoup de mineurs et beaucoup de jeunes sur TikTok, mais moi, quand je prends le métro et que je vois des gens dans le métro, il y a beaucoup de personnes beaucoup plus âgées qui regardent des contenus sur TikTok, et quand c'est pas sur TikTok, c'est sur d'autres plateformes, mais avec des formats et parfois d'ailleurs des vidéos qui sont les mêmes. Donc je pense que c'est, y compris sur la question de l'impact psychologique ou des questions de santé mentale, évidemment que les plus jeunes sont une population plus à risque sur ces sujets-là, mais c'est en réalité un problème, ou une question en tout cas qui est beaucoup plus large. Et donc aussi dans la nature des contenus qui sont diffusés, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors non seulement le live est arrivé notamment sur la plateforme, ça a amené beaucoup de questions sûrement, et puis en termes de typologie de contenu, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'informer sur TikTok, on peut se divertir sur TikTok, on peut avoir des résumés de matchs de football quand les diffuseurs diffusent les résumés des matchs directement sur la plateforme. Donc plein de choses sont disponibles, on va dire, aujourd'hui sur la plateforme. Peut-être creuser cette histoire d'algorithme. C'est-à-dire que vous, en tant que créateur de contenu, vous êtes d'une certaine manière soumis, parce que vos revenus aussi en dépendent, à la manière dont l'algorithme vous permet d'atteindre une cible. Alors, ça peut être positif quand on crée un contenu d'information, mais du coup, ce qu'on constate, enfin en tout cas ce que nos auditions nous ont permis de voir, c'est que de manière générale, un contenu qui va être polémique, violent, va être plus propulsé par l'algorithme qu'un contenu à caractère informatif. Est-ce que c'est des biais que vous confirmez? Est-ce que vous avez, vous, senti qu'il y avait d'autres formes de valorisation qui étaient mises en œuvre par la plateforme TikTok? Et est-ce que, de ce point de vue-là, vous constatez des différences du point de vue du traitement algorithmique entre cette plateforme et les autres plateformes? D'abord, je trouve que le TikTok a amené quelque chose de différent dans le fonctionnement des algorithmes. Alors, est-ce que c'était les premiers? Je ne saurais pas vous dire, mais de mon côté, là, on a senti quelque chose de différent. C'est que, à la différence de réseaux sociaux qui, pendant des années et jusqu'en 2020-2021, reposaient surtout sur le système d'abonnement à un compte, TikTok, et vous avez sûrement des chercheurs qui vous en ont parlé ces derniers jours, repose beaucoup plus sur la pertinence, avec beaucoup de choses derrière qui peuvent se cacher, mais la pertinence d'un contenu vis-à-vis d'un public. Et donc, vous pouvez créer un compte il y a 10 minutes, et si le contenu en question, en fait, intéresse, ou en tout cas les gens regardent jusqu'au bout telle ou telle vidéo, cette vidéo peut faire d'un coup des millions de vues, alors que c'est la première vidéo d'un compte. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui change beaucoup de choses. Ça veut dire que, certes, vous pouvez avoir des millions d'abonnés, mais potentiellement du jour au lendemain faire très peu de vues si l'algorithme ou l'audience ou un mélange des deux juge que le contenu n'est pas pertinent vis-à-vis de l'audience. Et ça veut dire aussi que très vite, il peut y avoir tout un tas de contenus qui émergent de personnes qui ne font pas de la création de contenu leur métier, mais qui arrivent à avoir des millions de vues. Donc ça, c'est quand même une chose qui a beaucoup changé, qui d'ailleurs... je l'observe là simplement à mon échelle en tant que personne qui passe du temps sur les réseaux sociaux, commence à être reproduit par d'autres réseaux sociaux aussi. C'est quelque chose qu'on trouve maintenant sur toutes les plateformes. En partie c'est une bonne chose, je pense, à titre personnel, c'est-à-dire que ce que ça implique, c'est aussi de se dire, si à un instant T, typiquement le week-end dernier, je suis intéressé par un match ou par une compétition, l'algorithme va comprendre que c'est le cas et va pouvoir proposer des contenus associés à ce sujet-là, y compris si je ne suis pas abonné à tous les comptes qu'il faudrait suivre pour tel ou tel sujet. Donc c'est quelque chose qui en soi peut être intéressant pour le public, mais évidemment il y a tout un tas de risques qui sont associés, que je pense que vous avez déjà eu l'occasion beaucoup de creuser et qu'on pourra aborder beaucoup plus en détail. Oui. Peut-être qu'on peut rentrer dans ce détail ouais, aussi. Avec plaisir. Ouais, voilà, comment vous les appréhendez, ces risques-là, en fait, de votre point de vue de créateur? Le risque de ce fonctionnement de l'algorithme? Ouais, et d'enfermement, de rabbit hole, enfin... Il y a beaucoup de choses, alors il y a beaucoup de points qu'on va pouvoir voir les uns après les autres si vous le souhaitez. Déjà, un des éléments que ça change d'un point de vue des créateurs de contenu, c'est que justement, il n'y a pas que les créateurs de contenu qui peuvent être visibles et avoir d'un coup une portée importante. Ça peut être
littéralement le cas de n'importe qui. Et ça peut être positif dans le sens où ça permet à n'importe quelle personne, s'il le souhaite, de partager ses passions, de partager quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, ça peut aussi amener à certaines dérives parce que un contenu qui est publié par quelqu'un sans trop se poser de questions, si ce contenu fait réagir pour une raison ou une autre, il peut d'un coup avoir des millions de vues, y compris quand ce n'est pas forcément attendu par la personne qui l'a publié au départ. Et alors heureusement, c'est souvent plus humoristique et léger, et en tout cas de ceux que j'ai vus, les conséquences ne sont pas forcément très graves, mais ça m'est arrivé en étant moi-même sur le réseau social et sur TikTok, de voir d'un coup dans mon fil d'actualité la vidéo de quelqu'un qui visiblement a fait, y compris d'ailleurs parfois d'une personne âgée, qui a fait une vidéo où elle réagit à quelque chose, où elle fait une danse ou quelque chose, elle l'a publié en ligne sur la plateforme. Il s'avère que un certain nombre, j'imagine, d'utilisateurs étaient interloqués à l'idée de voir typiquement une personne âgée qui est en train de chanter quelque chose ou de faire quelque chose. Donc la vidéo a été vue jusqu'au bout, donc la vidéo a été poussée sur la plateforme et elle se retrouve à faire des millions de vues. Et donc quelqu'un qui avait tout simplement publié soit par erreur, soit sans trop se poser de questions, se retrouve à avoir un écho important. Donc ça, c'est quand même quelque chose dans la nature de la viralité des choses qui change quand même un certain nombre d'éléments. Il y a ensuite après toute la question des contenus potentiellement violents, et nous-mêmes en tant que médias, avec notre équipe de journalistes, on se pose la question des contenus que l'on doit publier, de la façon aussi dont on doit les publier. Ça, avec plaisir pour en parler plus en détail, mais c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce qu'on fait face à un algorithme dont le fonctionnement est parfois flou. Est-ce qu'on a le droit de parler de tel ou tel sujet? Est-ce qu'il y a un risque que le contenu soit supprimé? Est-ce qu'il y a un risque que le contenu soit... Alors on parle de shadow ban, donc soit invisibilisé en quelque sorte par la plateforme. Ça, je peux essayer de vous donner quelques premiers éléments de... Ouais, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas de règles précises à notre connaissance sur tout cela. C'est-à-dire que là, je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai demandé à mon équipe justement de me remonter avec quelques exemples qu'on a pu avoir et que je n'avais pas forcément en tête ces derniers jours. On sait qu'il y a certains sujets qui sont jugés plus sensibles par TikTok et qui ne seront pas mis en avant. Il y a quelques jours, il y a eu un changement à venir de loi sur la question des cigarettes dans l'espace public. Le mot cigarette, on le sait, peut rapidement être signalé automatiquement par l'algorithme et donc entraîner soit une suppression du contenu, soit un shadow ban, donc une invisibilisation du contenu, soit, et ça arrivé de notre côté avec certains contenus, on a des contenus qu'on publie, sauf qu'ils ne sont jamais réellement publiés, soit ils restent à 0 vue, soit on voit qu'ils sont en attente, ils ne sont pas publiés. Et les fois où ça arrivé, à notre connaissance, et avec encore une fois aussi le peu d'informations qu'on a sur l'algorithme, on a le sentiment que c'est lié au fait que c'est parfois des sujets sensibles. Et donc, il y a des mots-clés ou il y a des choses qui sont signalées automatiquement par l'algorithme. Et donc, ça peut être sur des sujets de drogue. Alors là, on parle de cigarettes, comme ça peut être sur le sujet du cannabis ou autre. Il y a une forme de modération automatique ou de suppression automatique ou d'invisibilisation automatique de certains contenus. De la même façon, je pense que c'est un bon exemple. On avait fait, lors des manifestations, notamment contre la réforme des retraites, un certain nombre de directement sur TikTok, où on couvrait en fait les manifestations et ce qui se passait sur place. On a eu plusieurs fois des suspensions automatiques du live quand en fait on filmait soit des situations de danger, en tout cas selon la plateforme, de certaines personnes. Quelqu'un qui monte sur une statue par exemple pouvait en fait entraîner une suspension du live en question. Soit parfois c'est arrivé. Il y a eu, alors comme ça peut arriver parfois lors de manifestations, des débordements ou des violences, de la fumée qui s'échappe de quelque chose. Et cette fumée, en l'occurrence, était signalée comme, et je pourrais vous retrouver les éléments, mais comme justement promotion de la cigarette, où il y avait une détection automatique de ce type-là. Ce qui pour nous forcément peut vite poser problème d'un point de vue de droit à l'information, en tout cas de volonté de notre part d'informer sur un certain nombre de sujets. La façon dont on répond à cela aujourd'hui, c'est d'essayer de contourner en quelque sorte ces processus de vérification automatique par l'algorithme pour diffuser certains contenus d'information. La chose la plus visible ou la plus connue, c'est le fait de ne pas mettre noir sur blanc certains mots. Quand on a fait typiquement un certain nombre de contenus la semaine dernière sur les changements à venir en matière de restrictions sur le droit à fumer dans les espaces publics, etc., on n'a pas mis le mot cigarette tel quel, on a mis soit un astérisque, soit on a changé une lettre pour que le contenu puisse être visible malgré tout cela. La question qui vient ensuite, c'est
est-ce que ça a réellement un impact? Est-ce que ça nous permet, nous, réellement de diffuser ce contenu? Et est-ce que, autrement, on pourrait peut-être simplement diffuser diffuser la vidéo avec le mot cigarette? C'est là où c'est pas évident, c'est qu'en fait, depuis 3 ans maintenant, on applique, nous, des principes de précaution pour en fait faire en sorte de pouvoir informer sur cette plateforme-là, sans savoir forcément jamais c'est toujours nécessaire. Et parfois, on a des commentaires de gens qui nous disent, mais pourquoi est-ce que vous mettez un astérisque sur le mot mort? En fait, si ça se trouve, la vidéo pourrait très bien être diffusée sans cet astérisque-là. C'est plus un principe de précaution qu'on a de notre côté. Maintenant, pour compléter sur tout cela, ça, c'est ce qu'on fait pour permettre de diffuser ces contenus-là, qu'on considère des contenus importants, pour informer sur des sujets parfois essentiels, y compris auprès d'un public qui est jeune. Cela étant dit, on est aussi vigilant aux images que l'on peut mettre sur ces vidéos-là. Et pour reprendre typiquement l'exemple de contenu qui pourrait être violent ou autre, on sait que, et probablement pour des bonnes raisons, mais l'algorithme de TikTok, s'il y a des contenus qui sont jugés violents, peut être amené à supprimer certains contenus. Et donc, en fonction de la pertinence éditoriale, et c'est une discussion qu'on a avec notre équipe de journalistes, si on considère que l'image en question, qui est potentiellement violente, elle est essentielle pour comprendre un sujet, et elle est essentielle dans un objectif d'informer sur un sujet, on va diffuser le contenu potentiellement jugé violent, si on considère que ça, c'est un enjeu d'information qui est essentiel. Mais si on a un contenu jugé violent potentiellement, mais qui n'est pas essentiel pour tel ou tel sujet, on va préférer le flouter ou ne pas le mettre pour permettre d'assurer la diffusion de ce contenu et donc la diffusion de l'information. Voilà sur ce sujet. Pardon. Oui, sur ce sujet-là, vous publiez régulièrement des contenus pour justement dénoncer des pratiques néfastes. Je pense au skinny talk, mais à d'autres pratiques. Est-ce que vous avez eu du coup des recours à des espèces d'alternatives pour éviter d'être banni, et comment vous arrivez à peut-être à pousser ces contenus éventuellement pour sensibiliser notamment le jeune public? Simplement, alors, avant de répondre à cette question, pour compléter simplement ce que je disais à l'instant, une question qui revient souvent, y compris d'une partie de notre public ou de journalistes qui nous interrogent sur notre travail, c'est est-ce que TikTok en tant que plateforme censure certains sujets spécifiquement? Alors, à notre connaissance, on n'a pas le détail de comment fonctionne l'algorithme. Ce que l'on sait par contre, c'est que on a pu traiter des sujets sérieux, des sujets de conflit dans le monde, des sujets aussi parfois, parce qu'on parle de TikTok et d'une plateforme chinoise, qui ont lieu en Chine, sur la question des droits de l'homme, sur la question des Ouïghours par exemple. On a pu faire des dizaines et des dizaines de contenus sur ce sujet qui nous paraît important à évoquer sur TikTok. Et c'est des vidéos qui ont systématiquement rencontré un public, dans le sens où il y a plusieurs millions de personnes qui ont pu voir ces contenus-là. Donc, à ma connaissance en tout cas, et au vu des sujets qu'on a traités, on n'a jamais vu, nous de notre côté, une censure politique ou une dimension de ce type-là du fait de l'appartenance à un groupe chinois ou autre. Simplement, c'est plus, encore une fois, dès qu'il y a des sujets jugés sensibles ou violents, qu'on a le sentiment qu'il y a parfois une modération automatique qui s'applique, qui peut dans ce cas entraver, nous, notre volonté d'informer, et d'où les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Sur la question maintenant des challenges ou autres, c'est quelque chose où, oui, nous, on essaie d'avoir un rôle de sensibilisation sur ces sujets-là, sur ces challenges qui peuvent parfois être dangereux, qui peuvent circuler sur la plateforme. On n'a jamais eu de soucis de censure de ces vidéos qui visent à sensibiliser. En tout cas, on l'a pas vu ces derniers jours. De notre côté, il y a une responsabilité assez importante à prévenir déjà sur ces challenges ou sur ces choses quand elles arrivent, mais en même temps, à ne pas mettre de la visibilité sur des choses quand elles ne sont pas très importantes. Et ça vaut sur des challenges comme ça vaut d'ailleurs sur des fausses informations. Quand on a une fausse information qui circule, si cette fausse information fait 500 vues, on ne va pas faire une vidéo qui risque de faire 2 millions de vues pour débunker ce sujet-là. Donc c'est une question d'équilibre qu'on essaie d'avoir. La façon dont on le fait de notre côté, effectivement, c'est de lire en fait les commentaires, et on en a souvent dès qu'il y a une fausse information qui circule. On a aussi la chance d'avoir une communauté du coup qui nous alerte en nous taguant en fait sur des vidéos ou sur des fausses informations potentielles qui peuvent circuler. Et donc en fait ça nous permet d'être très vigilants là-dessus, et si on voit que sous chacune de nos vidéos il y a une question qui revient régulièrement, on ira faire une vidéo pour débunker un sujet ou pour vérifier telle ou telle chose. Mais ça, j'attire peut-être votre attention là-dessus, c'est il y a un sujet très clair de risque de fausses informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres réseaux.
Le risque particulièrement important que je vois, c'est un risque d'automatisation, on va dire, dans la production de fausses informations. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup pu évoquer ou entendre parler ces derniers mois, mais le risque d'avoir des personnes qui, soit dans un objectif politique, soit dans un objectif d'enrichissement personnel, vont pouvoir automatiser la création de certains contenus diffusant des fausses informations. Et dans notre cas, c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois émerger certains comptes qui reprennent des codes en fait, de comptes comme les nôtres, qui prennent une voix par IA pour diffuser un contenu et qui vont véhiculer une fausse information avec des vidéos régulièrement qui vont faire des centaines de milliers de vues avec souvent c'est des annonces d'une loi qui va changer quelque chose sur en général c'est souvent des choses sur des restrictions de liberté qui sont annoncées et avec en plus une façon de les annoncer qui est assez maligne d'une certaine façon parce que ils prennent en fait un mélange de choses qui sont en partie vraies, donc de déclarations passées potentiellement de certains ministres, mais qui combinent avec une situation qui n'est pas tout à fait la bonne ou des annonces qui en l'occurrence n'ont jamais été annoncées pour donner un mélange de tout ça et donner un semblant de véracité à certaines choses. Et là, forcément, c'est un enjeu qui est délicat et on est de plus en plus confronté de notre côté à un enjeu de vérification de ces sujets-là et à devoir dire non. En ce moment, il y a des choses sur les déclarations de revenus, parce que c'est la période. Non, maintenant, vous n'avez pas à déclarer telle ou telle chose, ou non, il n'y a pas telle chose qui va vous imposer en plus. C'est souvent des choses qui reviennent souvent. Et pour terminer là-dessus, on a de notre côté été confronté, mais là, c'est vraiment, enfin, sur tous ces sujets-là, c'est pas que propre à TikTok, mais à un enjeu aussi d'utilisation par l'intelligence artificielle de notre propre voix, alors de ma voix personnellement ou de la voix de journalistes de l'équipe qui reprennent les codes de certains de nos formats, qui reprennent ma voix aussi du coup via un système de clonage par intelligence artificielle et qui diffusent des fausses informations sur certains sujets. Quand c'est le cas, nous on a fait en sorte de le remonter le plus rapidement possible à TikTok pour faire en sorte qu'ils puissent le supprimer parce que c'est de l'usurpation d'identité. Mais c'est quand même un défi qui est assez important. Et de la même façon, même si là c'est moins étonnant et c'est pas nouveau, ça nous est arrivé d'avoir des vidéos publiées il y a 4-5 ans qui sont rediffusées aujourd'hui. Typiquement, une vidéo de 2020 ou 2021 sur l'annonce d'un reconfinement se retrouve rediffusée là. En préparant l'audition, je m'étais replongé dedans. Là, au mois de janvier, par un utilisateur. Et donc, la vidéo avait fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et donc, il avait fallu, dans les commentaires, préciser que non, c'était pas quelque chose de récent et qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, quoi. Vous avez de la réactivité de la part de TikTok quand vous signalez, vous faisiez référence à une forme d'usurpation d'identité? Je ne saurais plus vous dire dans le détail honnêtement, parce que heureusement, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. En tout cas, on ne signale pas tous les contenus qu'on voit passer. En fait, il y a un système de signalement via la plateforme qui existe sur TikTok, mais qui, en tout cas, à ma connaissance, peut parfois prendre un petit peu de temps. Nous, étant donné qu'on est un des comptes les plus suivis en France aujourd'hui sur le réseau social, on a aussi un point de contact du côté de TikTok à qui on peut en fait envoyer un email et leur dire on a ce sujet-là qui est urgent ou qui est important. Et donc, il y a des choses qui peuvent être faites dans ce cas précis. Si on reste sur les liens que vous pouvez avoir avec TikTok, vous avez un point de contact. Est-ce que vous avez un partenariat avec eux pour mettre en avant certains types de contenus sur enfin, voilà, de l'information de qualité ou de la mise en valeur spécifique? Vous n'avez pas Non, il y a... Alors, on sait que TikTok souhaite mettre en avant des contenus, justement, pas simplement de divertissement, mais d'autres types de contenus. La façon dont on le perçoit de notre côté, c'est via le système de monétisation qui existe sur TikTok. Alors, je crois qu'eux ne l'appellent pas monétisation, je crois que c'est le système de récompense, je crois que c'est le terme qui est utilisé de leur côté sur la plateforme. Et en fait, comment est-ce qu'on le voit de notre côté? C'est que dans les critères de monétisation des contenus, on voit qu'il y a plusieurs choses, notamment le fait que le contenu souvent doit faire plus d'1 minute pour être monétisé. Donc c'est un premier point. Donc c'est l'idée de valoriser, je pense, des contenus plus longs et donc plus développés, qui est un premier point. Et TikTok affirme aussi sur leur plateforme vouloir valoriser des contenus plus qualitatifs ou originaux. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui la connaissance de ce qui rentre dans ce cadre-là. Est-ce que typiquement, si je publie sur TikTok un contenu qu'on a fait sur YouTube, est-ce que c'est un contenu original ou pas? J'avoue que j'ai pas forcément l'information là-dessus, mais voilà, on sait forcément qu'ils ont cet enjeu-là de leur côté. Je pense que c'est un enjeu aussi à l'échelle de la plateforme d'être sur d'autres typologies de contenu, de toucher aussi un autre public, et donc toucher un autre public en ayant pas uniquement du divertissement, mais aussi d'autres choses.
Et pour prolonger cette question, est-ce que vous êtes favorable à des formes de labellisation, on va dire, des créateurs de contenu de qualité? Pas forcément, même en général non. Je trouve que c'est, enfin en général dans ce domaine-là, je trouve que la labellisation est très difficile et très délicate parce que on a, même d'ailleurs si on refait l'historique de mon travail, du travail que je fais aujourd'hui avec mon équipe, à l'époque j'aurais pas été labellisé probablement créateur de contenu sérieux ou je ne sais quoi, alors que je considère que oui j'étais étudiant mais je faisais un travail de contenu, un contenu journalistique sur les réseaux sociaux, on essayait d'informer du monde sur la plateforme et donc j'ai un peu de mal avec ce fonctionnement-là parce que j'aurais du mal à déterminer les bons critères et cette forme de labellisation me paraît très compliquée, quelle que soit d'ailleurs la plateforme. Je ne suis pas forcément à l'aise là-dessus. Alors, question inverse, et je passe la parole aux collègues, mais avec Stéphane Vogetta, on a fait une loi sur les influenceurs. Il y a un certain nombre de créateurs, et je crois que vous aussi vous faites parfois des collaborations commerciales. Est-ce que vous vous posez la question de la manière dont ça peut influencer ou non sinon la réception, du moins l'orientation du contenu? Et dans ce cas-là, enfin voilà, quel est l'état de vos réflexions sur ce sujet-là et de la manière dont des créateurs peuvent être dépendants, on va dire, d'un certain nombre de placements de produits dans le contenu qu'ils publient? D'abord, j'ai la sensation, là, c'est vraiment en regardant ce qui se fait dans ce domaine-là, que la loi en question a changé beaucoup de choses, en tout cas permis beaucoup de choses sur la clarification des contenus faits en collaboration commerciale par des créateurs. Je pense que cette forme Alors, il y a déjà des choses qui devaient être faites avant la loi, mais je pense que ça a aussi aidé à éclaircir ce qui doit être fait, dans quel cadre, etc. Et donc, je pense que ça a permis beaucoup de choses. De notre côté, c'est assez particulier parce qu'on est plus proche du fonctionnement d'un média, dans le sens où on a en fait à la fois les journalistes de l'équipe qui font un travail, un contenu journalistique sur la plateforme, et puis on a par ailleurs une équipe dédiée à des contenus qui peuvent être réalisés avec des marques. Et quand c'est le cas, c'est préparé par cette équipe et c'est diffusé évidemment avec toujours la mention qui est légalement évidemment obligatoire et qui est présente dessus. Donc sur ce sujet-là, oui, je pense que c'est des éléments de cas de vigilance qu'on a, de savoir en fait le contenu qui peut être produit dans quel cadre, et ça vaut y compris pour des contenus qui peuvent être faits avec des marques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des créateurs de contenu et de tous les créateurs de contenu là-dessus? J'en sais rien, c'est peut-être un peu compliqué de faire des généralités là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est important. Mais je pense aussi, pour terminer là-dessus, que les utilisateurs maintenant eux-mêmes sont conscients, enfin je pense qu'il y a une vraie... ils sont conscients en fait d'un contenu qui est réalisé avec une marque. Et d'ailleurs, si c'est pas mentionné, ce qui devrait être le cas, mais si c'est pas mentionné par un créateur de contenu, en général, on voit dans les commentaires beaucoup de gens qui le mentionnent, qui le soulèvent et qui sont réactifs là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de vigilance, en tout cas à ma connaissance et de ce que je vois en ligne sur ce sujet aujourd'hui. Merci. Madame Jeuneté. Ah pardon. Merci beaucoup. Donc vous venez juste de dire que ça vous paraissait très difficile d'avoir une labellisation des contenus, et on peut l'entendre. Mais dans l'autre sens, vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'il y avait des contenus parfois que TikTok semble juger sensibles. Vous avez cité des mots: fumée, cigarette, drogue. Mais est-ce qu'il est possible d'imaginer dans l'autre sens des critères de sujets sensibles? Parce que finalement, est-ce que vous les connaissez? Vous les avez découverts, je comprends, à travers vos productions. Mais est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'on va sur les conditions TikTok, on va trouver la liste des sujets sensibles, ou est-ce qu'on pourrait imaginer, si ça n'existe pas, que nous, législateurs, nous puissions proposer une liste de sujets dits sensibles? Et est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça légalement, à la liberté d'expression que vous avez évoquée? Merci pour votre question, Madame la députée. Effectivement, alors, est-ce qu'il y a une liste? Déjà, j'en sais rien, pour être très honnête. Peut-être, mais j'imagine qu'il y a des conditions d'utilisation de la plateforme qui doivent préciser ces éléments-là. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est précisé? Dans quelle mesure est-ce qu'autrement c'est une formulation un peu large dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses? Je ne saurais pas forcément vous dire. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est typiquement un sujet où il y a une tension entre cette volonté d'information et ce droit même à l'information sur un certain nombre de sujets, et en parallèle, du côté de TikTok, mais comme des autres plateformes, un enjeu de modération sur ces mêmes sujets. C'est-à-dire que quand nous, on a de notre côté
un contenu sur la cigarette, par exemple, qui est invisibilisé d'une façon ou d'une autre, de notre côté, ça pose un souci, mais on peut imaginer qu'en face, le risque, c'est que, évidemment, un utilisateur fasse la promotion d'une drogue ou de la cigarette ou de je ne sais quoi. Et donc, on comprend pourquoi est-ce que ce mécanisme est présent. Quant à l'idée, du coup, de labelliser ou de certifier, on va dire, certains médias pour les autoriser à utiliser tel ou tel terme, c'est quelque chose, encore une fois, qui est possible et que j'entends, et je vois très bien ce que ça pourrait permettre pour un média comme le nôtre. Mais encore une fois, je suis aussi assez réticent à l'idée de commencer à catégoriser dans ce cas-là les créateurs de contenu, et ça revient d'une certaine façon à ça, et je trouve ça un petit peu dangereux ou délicat, parce que j'aurais du mal à savoir sur quels critères est-ce qu'on se base pour certifier certains créateurs ou certains comptes ou certains médias plutôt que d'autres. Comment est-ce que tout cela évolue, qui le décide? Est-ce que c'est une institution publique? Est-ce que c'est le réseau social? Mais est-ce qu'on doit donner au réseau social cette liberté, ce choix-là? Donc je trouve la question tellement délicate que je trouve que c'est un terrain un peu périlleux, et je serais davantage, en tout cas de mon côté, là c'est vraiment d'un point de vue strictement personnel, preneur d'une idée de passer par d'autres mécanismes. Mais c'est la même chose sur la question de la diffusion de fausses informations, finalement. C'est vrai qu'on a... qui en fait doit réguler sur ce risque de fausses informations ou de diffusion de fausses informations? Est-ce que c'est l'entreprise privée en tant que telle? Il y a plein de risques qui sont possibles, soit des risques de dérive, soit des risques d'arbitrage qui sont opérés par un groupe privé et qui peuvent poser problème. Est-ce que c'est un organisme public? Si c'est le cas, il y a quand même là aussi beaucoup de questions qui se posent. Sur quels critères est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi de dérive antidémocratique ou autoritaire dans le cas où cette autorité-là est réappropriée ou en fait voilà, utilisée à mauvais usage. Et est-ce que c'est la communauté elle-même qui doit réguler ces contenus-là? C'est ce que essaie de faire X depuis près de 2 ans maintenant avec l'arrivée d'Elon Musk. Moi, sur le papier, l'idée d'avoir une communauté et des utilisateurs qui eux-mêmes font ce travail de vérification de l'information, sur le papier, je trouve que c'est... Sur le papier, je dis bien sur le papier, peut-être la meilleure idée, parce que l'idée d'avoir ce travail-là fait par les citoyens ou les internautes directement, ça peut être intéressant. Sur le principe, c'est super. Mais en pratique, je pense que vous le voyez sur X, les vérifications viennent trop tardivement. Parfois, elles ne viennent pas du tout. Il y a un vrai problème qui est présent sur X. Donc, voilà, on voit un peu la difficulté. Malheureusement, je n'ai pas la réponse et la solution magique, mais c'est un problème qui n'est pas évident. Merci. Monsieur Vogetta? Non? Je pensais que vous aviez levé la main tout à l'heure. Effectivement, j'avais levé la main, oui. C'est un réflexe. Bonjour, merci d'être ici. Non, moi, pas particulièrement sur TikTok, mais enfin si, peut-être quand même. Quelles sont les plateformes sur lesquelles vous fonctionnez le mieux? Votre format, votre contenu fonctionne le mieux? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous, dans l'informationnel, dans le contenu informationnel, vous êtes tellement loin au-dessus de vos concurrents? On va les appeler comme ça. Alors sur les contenus qui fonctionnent le mieux ou les plateformes qui fonctionnent le mieux, c'est dur de dire parce que c'est dur de voir sur quoi est-ce qu'on se base. Si on prend strictement le nombre d'abonnés, c'est sur TikTok qu'on a le plus d'abonnés. Si on prend le nombre de vues, il faudrait voir dans le détail, mais encore une fois, je vous le disais, on fait près de 2 milliards de vues par an sur TikTok. Ça va être assez similaire, j'aurais tendance à dire, sur Instagram. Mais encore une fois, quand on parle d'Instagram ou de TikTok, c'est des plateformes où le contenu est plus court. Donc dans la même journée, quelqu'un peut regarder potentiellement 10 de nos vidéos. Là où sur YouTube, la durée moyenne de visionnage est beaucoup plus longue. Et donc forcément, on n'est pas tout à fait dans le même rapport. Donc aujourd'hui, le TikTok a une place importante, mais je considère que, on le voit au vu de nos audiences, n'a pas une place plus importante qu'Instagram ou que YouTube, par exemple, sur le réseau. Et de notre côté, après, sur notre travail et comment est-ce qu'on le fait, c'est vrai que moi, j'ai lancé la chaîne donc au début, c'était sur YouTube. TikTok est arrivé beaucoup plus tardivement, mais j'ai lancé cette chaîne YouTube avec un objectif très clair qui était de rendre l'actualité accessible au plus grand nombre. Je commençais moi-même mes études, je venais de passer le bac. J'avais le sentiment que des médias plus traditionnels ne nous parlaient pas. Quand je dis nous, c'est des jeunes qui veulent s'informer sur des sujets d'actualité, notamment des sujets politiques. Et très souvent, en regardant une émission de télévision ou autre, j'avais le sentiment d'avoir face à moi soit des journalistes, soit des chercheurs ou des experts sur des sujets qui se parlaient davantage entre eux qu'à un jeune qui veut essayer de s'informer sur le sujet. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on est aussi suivi avec mon équipe, avec notre travail, on a plus de 20 millions d'abonnés cumulés sur les différents réseaux sociaux, on est
l'une des premières ou la première source d'information chez les jeunes. C'est, je pense, cette attention certes sur la forme, on l'a dit, parce qu'on est sur des réseaux sociaux et on ne peut pas faire comme si ces codes-là et ces algorithmes ou ce fonctionnement-là n'existaient pas. Et en même temps, on a cette volonté d'avoir un contenu qui reste accessible. Et quand on écrit nos formats et nos vidéos, même sur des sujets qui sont récurrents dans l'actualité, on essaie toujours de se dire, bon bah là on fait une nouvelle vidéo sur, je sais pas, la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'on s'assure que quelqu'un qui veut s'intéresser à ce sujet pour la première fois ait vraiment les clés en main à travers cette vidéo. Et après, pour simplement terminer là-dessus, on a souvent l'image que les jeunes s'informent à travers uniquement des contenus courts. Alors dans le cas de TikTok, du fait du réseau social, c'est le cas. Quoique, on l'a dit tout à l'heure, il y a des vidéos plus longues qui commencent à bien fonctionner. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a un intérêt très fort des jeunes pour l'actualité, et ce n'est pas que sur du contenu court. Ces derniers mois, sur YouTube, on a publié une interview, je donne quelques exemples, mais de Fabrice Arfi, donc journaliste chez Mediapart, à propos de l'affaire Nicolas Sarkozy et Kadhafi. C'est une interview qui a fait près de 2 millions de vues, alors qu'elle dure 1h30, et c'est un sujet qui n'est pas le plus facile. On a fait beaucoup en fait, d'interviews de ce type-là sur des sujets politiques, avec des journalistes, avec des politiques aussi parfois. Et c'est des contenus qui intéressent y compris un public jeune. Donc ça, c'est peut-être la dimension positive aussi que je souhaite aussi apporter à tout cela, c'est qu'il y a un intérêt très fort des jeunes pour l'actualité et aussi l'actualité politique. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on adresse ces sujets-là, comment est-ce qu'on les porte et comment est-ce qu'on les amène à ce public-là, et ça vaut aussi sur TikTok. Quand je me suis lancé en 2020 avec mon équipe sur TikTok, j'aurais dit il faut qu'on soit là. C'est potentiellement des collégiens notamment qui ne nous suivent peut-être pas sur YouTube, mais qu'il faut informer dès le plus jeune âge et sensibiliser à certains sujets en ayant cette rigueur journalistique. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser des questions. Car je l'aurai. Madame Barbré ? Non. Alors, moi, je vais rentrer un peu dans le détail de la monétisation des contenus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important, parce que la monétisation est un peu une boîte noire, on l'a évoqué tout à l'heure, et vous l'avez vous-même un peu dit, mais en gros, ça rapporte combien de faire des vues ? Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de communiquer publiquement, en tout cas, sur les chiffres, mais je pourrais vous transmettre des éléments. Ce que je peux vous dire, c'est que malgré les près de 2 milliards de vues qu'on fait par an sur la plateforme, c'est très loin de pouvoir payer une équipe de journalistes, très loin, très loin même. Donc en proportion même par rapport aux autres réseaux sociaux, pour y répondre notamment, YouTube par exemple a un programme de monétisation qui est beaucoup plus abouti et qui est en termes de rémunération beaucoup plus important. L'une des différences quand même qu'il faut noter dans le fonctionnement d'une plateforme comme TikTok, c'est que YouTube, vous êtes rémunéré, en fait vous avez près de la moitié de la monétisation d'une vidéo qui vous revient en tant que créateur de contenu, l'autre moitié revient à Google, et c'est la monétisation via les publicités qui s'affichent avant la vidéo. Donc en fait le mode de calcul et le fonctionnement est assez clair, c'est que Google a son fonctionnement que je ne connais pas dans le détail, mais de système d'enchères et d'annonceurs qui veulent être présents sur la plateforme. S'il y a en fait une publicité qui est diffusée sur notre vidéo, avant notre vidéo, en fait il y a un partage des revenus qui est fait. Dans le cas de TikTok, ce qui est beaucoup plus compliqué déjà dans le fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de publicité avant une vidéo. Avant une vidéo spécifiquement. Il y a une publicité entre des vidéos. Donc déjà, c'est un premier élément de différence, je trouve, dans le fonctionnement de la monétisation. Et ensuite, un peu plus dans le détail du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est que TikTok a lancé un programme de monétisation, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça devait être il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Près de 3 ans maintenant, et on a vu au fil des mois que la rémunération, et donc notamment le revenu pour 1000 vues, a complètement fluctué au fil des mois, et je pense que c'était des expérimentations de leur côté. Aujourd'hui, encore une fois, ce que je peux vous dire, et je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez à l'issue de cette audition plus d'éléments, c'est que c'est des revenus malgré notre volume d'audience, qui sont minimes, ou en tout cas qui ne nous permettent absolument pas de payer quelconque journaliste ou équipe, en tout cas de rédaction sur tout ça. On a l'impression qu'il y a des influenceurs qui parviennent à générer avec la plateforme, mais c'est peut-être plus avec les lives, des dizaines de milliers d'euros par mois. Alors, typiquement, c'est pas notre cas sur l'ordre de grandeur de monétisation sur ces contenus-là. On est bien en dessous de ça. Je pense qu'il y a 2 éléments de distinction. Effectivement, la question des lives, à ma connaissance, mais on fait peu de lives nous-mêmes, mais à ma connaissance,
pourrait rapporter davantage peut-être que la simple diffusion de vidéos comme on le fait. Ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que de notre côté, on a une équipe, on a 30 personnes dans l'équipe, dont 10 journalistes. Donc forcément, on n'est pas dans le même cadre et dans la même situation qu'un créateur de contenu tout seul qui va faire des vidéos et l'intégralité de l'argent, en quelque sorte, va lui revenir. Donc c'est là aussi sur les ordres de grandeur, on n'est pas sur les mêmes, sur le même fonctionnement. Mais je pourrais vous transmettre avec plaisir d'autres éléments là-dessus. Ce qui est simplement ce qu'on sait de notre côté, c'est que les contours de cette monétisation sont flous de notre côté. Encore une fois, on a des indicateurs, on sait qu'une vidéo de plus d'1 minute a tendance à être monétisée, alors qu'une vidéo de moins d'1 minute, a priori non, mais ça s'arrête plus ou moins ici, quoi. Alors, il y a une question que Madame la rapporteure pose d'habitude, mais que je vais vous poser vous. Tu la connais parce que dans le débat public, il y a une idée qui est est-ce qu'il faut empêcher les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? Et quel est votre point de vue sur ce sujet? Effectivement, j'ai entendu, j'ai pu voir qu'il y avait quelques auditions ces derniers jours. J'ai cru comprendre que la question revenait étonnamment souvent. Je suis pas super à l'aise avec l'idée. En fait, c'est pour deux raisons. Déjà, j'ai des questions sur leur pratique et la façon pratique et technique de le faire. Je sais pas, mais c'est réellement envisageable. Je sais pas si, même si demain on arrive à avoir un système qui fonctionne sur une plateforme, s'il n'y a pas un risque que des personnes aillent sur d'autres plateformes directement. Donc, pour tout un tas de raisons, j'ai du mal à voir la chose d'un point de vue technique. D'un point de vue de principe aussi, je comprends comment on peut voir ça comme une façon de minimiser les risques chez les mineurs. En même temps, j'ai le sentiment que ce serait aussi se détourner d'un sujet plus large. Et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. Mais voilà. Merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 16h46 à l'horloge en face de moi, et donc il est l'heure de passer à l'audition suivante. Je vais donc vous remercier pour le temps que vous avez consacré à notre commission, pour votre préparation, pour avoir regardé quelques-unes des vidéos de la commission, peut-être pour anticiper ce passage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, assembléenationale.fr. Voilà, et par ailleurs, donc l'audition suivante va reprendre de Rechef avec Mathieu Barrère, journaliste réalisateur pour Envoyé spécial. On parlera du porno chez nos ados. C'est le titre de son documentaire qui sera diffusé dans quelques semaines. Voilà, merci en tout cas, Monsieur Travers. On reste à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer par écrit toute information ou tout élément complémentaire. Merci beaucoup. Merci.